170 milliards d'euros. C'est un des hommes les plus riches du monde. Ça a été un moment l'homme le plus riche du monde quand l'action LVMH était plus haut. Cela reste évidemment une énorme fortune. Première fortune européenne, je pense, en ce moment. Birkenstock, je connais puisque ma grand-mère en portait et puis c'est devenu hype en fait. Comment ça s'organise? Donc évidemment, tout en haut, il y a Bernard Arnault et ses 5 enfants. Il y a ensuite Agache qui détient à 100% la financière Agache qui elle-même a... Bonjour à tous, bienvenue dans une nouvelle analyse de patrimoine un peu spéciale puisqu'aujourd'hui j'analyse le patrimoine de Bernard Arnault. C'est parti. Du coup, je vous l'ai dit, analyse un peu particulière. Notre ami Bernard Arnault a fait la une des médias ces derniers temps. On s'est dit du coup que ce serait intéressant bien de regarder son patrimoine et de se plonger dans son fonctionnement, de comprendre sa stratégie. Et d'ailleurs, c'est tout le sujet du grand débat qui est en ce moment. On parle beaucoup de Bernard Arnault, mais en réalité, il faut regarder la holding de Bernard Arnault qui s'appelle Agache. C'est elle qui détient évidemment la vaste majorité des actifs et c'est autour de la fiscalisation de ces revenus que le débat porte. L'objectif, c'est pas de faire une vidéo politique, c'est plutôt de mettre un coup de projecteur sur cette holding et de vous donner un peu des insights sur sa façon de gérer son argent puisque, a priori, peu de gens en France, même personne en France, a aussi bien réussi que lui. Du coup, estimation du patrimoine net, 170 milliards d'euros. C'est un des hommes les plus riches du monde. Ça a été un moment l'homme le plus riche du monde quand l'action LVMH était plus haut. Cela reste évidemment une énorme fortune. Première fortune européenne, je pense, en ce moment, et une des plus grosses fortunes au monde. La vaste majorité de cette fortune, ce sont ces actions LVMH, 82% du patrimoine, il y en a pour 140 milliards d'euros. Ensuite, il y a des participations dans pas mal de choses, avec notamment du cash. Pourquoi du cash? Puisque la financière Agache, elle a son matelas de sécurité et elle veut saisir des opportunités quand les marchés baissent, quand il y a une boîte qu'elle veut racheter, eh bien, elle veut avoir du cash, donc elle a 8% de cash. Mais bon, quand on a 8% de 170 milliards, ça fait 15 milliards. Du private equity avec une firme dont vous avez peut-être entendu parler qui s'appelle L. Catterton, qui a fait pas mal d'opérations, notamment Birkenstock. Je connais puisque ma grand-mère en portait et puis c'est devenu hype en fait. Donc maintenant, voilà, toutes les influenceuses en portent et il faut dire que c'est assez agréable en réalité comme chaussure. Mais derrière Birkenstock, il y avait L. Catterton. Je sais pas s'ils ont vendu la participation, mais en tout cas, ils étaient à la manœuvre. Il y a de l'immobilier, ça je vous l'ai déjà dit, si vous regardez les analyses de patrimoine des grosses fortunes qu'on a regardées, ou si vous avez regardé aussi certaines de mes autres vidéos, vous savez que les gens qui sont extrêmement riches ont en réalité peu d'immobilier puisque tout simplement on peut pas avoir 15 maisons. L'immobilier c'est physique, c'est compliqué à gérer, ça coûte cher, c'est taxé et donc voilà, il y a de l'immobilier clairement, il y en a pour 5 milliards mais en fait c'est assez petit. Et ensuite il y a aussi ce qu'on appelle du VC, du Venture Capital avec un fonds qui s'appelle Aglaé. Donc là vous avez la visualisation. Il n'y a pas de dette en gros au niveau de cette holding, en tout cas pas de dette significative au bilan. Et cette holding elle date en fait du rachat de Boussac. Boussac qui détenait la pépite Christian Dior en 1984. Et ce rachat il s'était fait pour 40 millions d'euros avec notamment des aides de l'État. Et d'ailleurs c'est aussi aujourd'hui ce qu'on lui reproche en partie puisqu'il avait fait certaines promesses. À l'époque on estimait qu'il n'avait pas tenu toutes ses promesses. En tout cas, force est de constater qu'avec ce rachat, il a transformé une entreprise qui était en faillite concrètement en un géant mondial, l'ETF du luxe LVMH et il en a vraiment fait un fleuron de l'économie française. On lui a mis une note Finari, bon évidemment c'est plus symbolique qu'autre chose, mais la note Finari que Agache obtient et donc indirectement Bernard Arnault est de 99 sur 100, quasiment la perfection. D'ailleurs, si l'histoire de Bernard Arnault vous intéresse, j'ai fait une vidéo dédiée à son parcours et donc à l'histoire de Boussac et donc à l'histoire de Christian Dior, de LVMH. On va vous mettre le lien dans la description. Allez voir ça, c'est assez fou. L'histoire continue puisqu'il continue de faire des très grosses opérations. Du coup, la holding a 40 ans déjà, elle a été fondée en 85. C'est une société en commandite par action, une SCA qui gère donc le patrimoine de Bernard Arnault qui est à ce jour la 7e fortune mondiale. Le métier de cette holding, quelque part, c'est d'être un investisseur professionnel. Le salaire, alors là, ça va être tout le débat du salaire. En réalité, évidemment, elle ne touche pas de salaire, cette holding. Elle touche des dividendes qui remontent de LVMH et qui peuvent remonter aussi d'autres structures, d'ailleurs, dont elle est actionnaire, mais elle remonte en majorité de LVMH vers Agache. En 2024, ça a représenté 2,7 milliards d'euros bruts. Donc, c'est massif. Là, on le voit ici sur le compte de résultats. Et ce qui est dingue, et c'est ça aussi qui a été beaucoup critiqué, c'est que Agache, mais comme n'importe quelle société en France, peut bénéficier de ce qu'on appelle le régime mère-fille. On remonte les dividendes de la fille, la société opérationnelle, à la mère, la holding. Et donc, ça, ce régime permet de payer uniquement de l'IS sur 5% de 25%. Pour les meilleurs en maths, ça fait 1,25%. Bon, là, il y a quelques retraitements et tout dans lesquels je ne vais pas rentrer, mais ça fait un impôt sur les sociétés, comme vous le voyez ici, qui est non pas de 25%, mais qui est beaucoup plus faible. Bon, là, c'est à peu près 1,6%.
parce qu'il y a des retraitements, mais c'est extrêmement faible. Donc vous voyez que la fiscalité est très faible, ce qui laisse évidemment beaucoup de trésors à gâche. Par contre, attention, cet argent n'est pas encore dans la poche de Bernard Arnault. Si il venait à se le verser, il paierait la flat tax comme tout le monde et il paierait aussi d'autres impôts. Et justement, les dividendes touchés par la famille Arnault sont de seulement c'est un grand mot, sont de 389 millions d'euros bruts en 2024. Sur ces 389 millions d'euros, ils vont payer la flat tax, 30%. Ils vont aussi payer la CEHR. Alors, ça dépend, il y a plusieurs taux, il y a 3%, il y a 4%, ça va dépendre, mais on va dire ici que c'est du 4%. Et ensuite, ils vont payer la CDHR, la contribution différentielle sur les hauts revenus. En réalité, le taux effectif est de 37,2%. On parle souvent de la flat tax. Le problème, c'est quand vous êtes riche, vous avez d'autres taxes qui ne s'appellent pas des taxes, d'ailleurs, qui s'appellent des contributions. Voilà, toujours des termes un peu alambiqués, mais en gros, c'est un impôt, pas se leurrer. Et ça vous emmène à un taux effectif qui est beaucoup plus élevé. Il y a également une autre source de revenus pour Bernard Arnault, évidemment, c'est son salaire. Il est PDG de LVMH et à ce titre, il touche 3 millions d'euros. Et ça, vous regardez les comptes de la boîte, c'est aussi dans l'Assemblée Générale. Enfin, ça, c'est des données qui sont publiques puisque la boîte est cotée en bourse. Et donc, concrètement, comment ça s'organise? Et d'ailleurs, ça, c'est des informations qui sont publiques. On n'est pas allé consulter des documents confidentiels. Tout ça est public. Donc, évidemment, tout en haut, il y a Bernard Arnault et ses 5 enfants. Il y a ensuite Agache, qui est vraiment la société, la SCA, la société mère, qui détient à 100% la financière Agache, qui elle-même a Aglaé Ventures, où j'en parlais, c'est la partie VC, Christian Dior, enfin, on va y revenir, et d'autres participations. Christian Dior détient LVMH, 42%, et ensuite, dans LVMH, c'est là où il y a beaucoup de choses. Il y a les 75 maisons de luxe, Loro Piana, il y a évidemment Rimowa, il y a plein de choses, Tiffany's maintenant. Vous avez aussi L. Catterton, et vous avez des médias, Les Échos, Le Parisien, etc. Donc, comme tout bon milliardaire, Bernard Arnault possède ces médias. Ça, c'est un peu le basique. Si vous êtes milliardaire, vous achetez votre petit groupe de presse pour vous faire un peu plaisir. Les objectifs, évidemment, c'est souvent ça. Je vous le répète aussi régulièrement. On le voit aussi chez Finary One. L'objectif des gens qui sont riches, bon là, c'est même pas riche, c'est richissime. C'est pas de devenir plus riche, c'est de préserver le capital et de le transmettre. Préserver le contrôle aussi. Donc là, on est vraiment sur une histoire de contrôle. On veut garder le contrôle et la mainmise sur LVMH sur le très long terme. On a vu que quand le contrôle n'était pas verrouillé, avec les différents héritiers, ça pouvait se diluer et finalement, la société pouvait être perdue. C'est ce qui a failli arriver à Hermès. D'ailleurs, paradoxalement, c'était Bernard Arnault qui était à la manœuvre. Aujourd'hui, ils ont créé une holding, une société pour verrouiller le contrôle chez Hermès. Bernard Arnault, lui, a déjà verrouillé le contrôle et il le fait notamment via sa structure de détention. Il a 5 enfants, je vous le disais. Donc vous avez Delphine, Antoine, Alexandre, Frédéric et Jean. Ils ont tous des postes à responsabilité. Vous voyez, Delphine, elle est PDG de Christian Dior Couture. Vous avez Antoine qui est président de Christian Dior SE. Ça se passe ici, c'est la société qui contrôle partie de LVMH. Vous avez Alexandre qui est chez Tiffany, vous avez Frédéric qui est chez Loro Piana depuis peu, qui a aussi des responsabilités dans la financière, et vous avez aussi Jean qui est le plus jeune, me semble-t-il, et qui est chez Louis Vuitton Watches. Donc évidemment, leur objectif, c'est de maintenir leur leadership mondial. C'est les leaders, ils veulent le rester, mais ils veulent aussi se diversifier hors du luxe pour asseoir leur assise financière. La stratégie, les cash flows de LVMH sont très importants. Vous l'avez vu, on a regardé tout à l'heure le compte des résultats, il y a beaucoup de cash qui remontent. Donc c'est assez simple à calculer, c'est 13 € de dividendes par action et ils ont 209 millions d'actions. Donc forcément, ça fait beaucoup d'argent. D'ailleurs, si vous avez des actions dans LVMH, c'est une des actions les plus populaires sur Finary, donc vous êtes certainement nombreux à en avoir. Vous avez aussi ce 13 € par action qui remonte. Si vous avez un ETF qui réplique un indice qui lui-même contient du LVMH, le MSCI World, le Stoxx Euro 50, 600 et des indices luxe, évidemment, vous avez aussi indirectement ce dividende. Le taux d'imposition, je vous le disais, on est sur un régime mère-fille, 5% de 25%, ça fait 1,25%. Et donc forcément, ça c'est très favorable. Après, il faut bien savoir qu'avant d'avoir versé le dividende, LVMH a payé l'impôt sur les sociétés. Et donc là, on est sur du 25% modulo la façon dont ils gèrent leur imposition au niveau mondial. Mais il faut aussi, je pense, tempérer le fait de dire qu'ils ne payent que 25%. L'argent a été fiscalisé avant. Il est refiscalisé au niveau de la holding et il sera refiscalisé à la sortie. Évidemment, quand on achète des choses, on paye de la TVA, etc. Si on crée des emplois, on paye des charges. Donc la fiscalité, elle a beaucoup de noms et il y en a un peu partout. Je vous le disais, stratégie, c'est créer un trésor de guerre, c'est réinvestir et c'est aussi optimiser la fiscalité, évidemment. On va pas se leurrer. Le rendement historique, LVMH a été une success story incroyable en bourse, cours multiplié par 10 sur 15 ans. Il y a eu des très gros mouvements récemment, notamment le rachat de Tiffany pendant le Covid. 15,8 milliards de dollars, c'est la plus grosse acquisition à ce jour
€ pour LVMH. Et aujourd'hui, le cours a pas mal souffert, hein. Il est monté de mémoire à 900, chose comme ça. Et ça a bien corrigé derrière. Là, c'est reparti plutôt bien. Et donc, on voit que par exemple, sur l'année, on est à moins 3%. C'est intéressant parce qu'on voit souvent des stats qui disent regardez, la fortune de Bernard Arnault a augmenté de 20 milliards en un jour. Parce que le cours, évidemment, augmente très fortement. En réalité, sur l'année, c'est plutôt flat, hein. Sur 5 ans, évidemment, c'est plutôt positif. Et là, depuis la création, c'est titanesque. Mais l'année a été difficile pour les valeurs du luxe parce qu'il y a un ralentissement de la croissance mondiale, il y a un ralentissement en Chine, il y a une frilosité sur des gens qui dépensent. Et donc, c'est vrai que c'est plus difficile. Et forcément, le patrimoine de la financière Agache a été affecté. On va passer aux questions. Questions théoriques, évidemment. Hein. Je pense qu'il n'y a aucun sujet. Ils sont très bien accompagnés. Je ne m'inquiète absolument pas. Mes premières questions théoriques, ma fortune est très concentrée sur LVMH, 82% sur une seule action. C'est un peu l'inverse de tout ce que je préconise tout le temps. Est-ce que je ne suis pas trop exposé au secteur du luxe et au ralentissement chinois? Ça, je vous en parlais. Mes dividendes remontent jusqu'à Agache sans être taxés à l'IR. Est-ce que la pression politique, la fameuse taxe Zuckman, pourrait changer la donne? Je n'ai pas d'exposition crypto directe malgré mon investissement dans Ledger. Faut-il que j'investisse en BTC via mes holdings? Ma succession est complexe avec 5 enfants. Comment éviter les conflits comme chez Hermès ou Lagardère? Et enfin, mon ratio de Sharpe sur 10 ans est excellent grâce à LVMH. Faut-il diversifier davantage au risque de diluer la performance? Sur la partie diversification, c'est vraiment ce que vivent tous les entrepreneurs. C'est-à-dire que la majorité de leur patrimoine est lié à leur entreprise et c'est qu'avec le temps, ils peuvent diversifier puisque si leur entreprise est rentable ou s'ils vendent des parts, ils prennent du cash et donc ce cash, ils peuvent le mettre ailleurs. Et c'est exactement ce que fait Agache et donc ce que fait la famille Arnault derrière. Je pense que c'est une stratégie qui est extrêmement logique. Leur expertise, elle est sur le luxe. C'est les meilleurs au monde sur ça. Ils ont une capacité à acheter des actifs qui sont sous-valorisés et à les valoriser pour les faire exploser. Donc, je ne vois aucun intérêt de diversifier sur la société opérationnelle et par contre de continuer à faire ce qu'ils font, donc acheter d'autres entreprises qui sont parfois très loin du luxe. D'ailleurs, pour info, Bernard Arnault avait investi dans Netflix à la fin des années 90. Il avait investi de mémoire 30 millions de dollars. Donc, c'est quelqu'un qui a été quand même pionnier sur la tech, qui a l'habitude d'aller chercher d'autres secteurs et des industries qui sont très loin du sac à 20 000 €. Donc voilà, il le fait déjà, donc je pense que là, il n'y a aucun sujet. La stratégie, elle est complètement logique. Est-ce qu'il y a un risque sur le setup? Peut-être, je sais pas, franchement, j'ai aucune idée de ce qui se trame en coulisses. C'est vrai que c'est un sujet récurrent. Je pense que le risque à trop vouloir taper sur les entrepreneurs, à un moment, c'est aussi de les voir partir. Bernard Arnault et les sociétés auxquelles il est lié sont en fait, de façon combinée, sont le plus gros contribuable de France. Donc ça aussi, il faut le dire, enfin, c'est important. Et c'est vrai qu'à un moment, il y a la fameuse courbe de Laffer, je vais vous la montrer. Quand la douleur fiscale est trop grande, on s'en va. Alors ça, il y a beaucoup de débats en ce moment qui disent « mais non, c'est pas vrai, les gens restent ». Non, en fait, non, je peux vous le dire, c'est très vrai puisque on a tous les jours des clients qui nous font des demandes à ce sujet. Et donc la courbe de Laffer, voilà, c'est là. C'est un moment quand le taux est trop dissuasif, eh bien, on s'en va. Et donc, il faut trouver l'optimum entre un taux le plus élevé possible, mais qui n'est pas dissuasif et qui ne fait pas fuir les particuliers, les entrepreneurs, enfin tous ceux qui ont des gros patrimoines. Je pense qu'on n'est pas très loin là. Les hauts patrimoines sont liquides. Son patrimoine est très financiarisé, donc en fait c'est assez simple de le déplacer. Je crois qu'il y aura malheureusement plus d'augmentation de l'impôt sur le revenu. Il y aura certainement une hausse de la flat tax, c'est déjà arrivé, ils ont augmenté la CSG. Hein. Et ça va se faire comme ça progressivement. Mais le schéma à l'intérieur des sociétés, paradoxalement, ça sera une belle protection. Et donc je trouve ça très intéressant qu'on taxe plus le travail que le capital en France. Mais bon, c'est pas moi qui fais les lois. Sur la partie crypto, bon, c'est vrai que ça pourrait être intéressant et c'est aussi quelque chose qu'on voit beaucoup dans l'UBS Wealth Report des milliardaires et qu'on voit nous chez nos clients Fitness One. Ouvrir une poche un peu symbolique, 1%, ça peut être intéressant. Maintenant, je ne connais pas sa conviction personnelle sur le sujet, mais c'est vrai que c'est un actif de diversification au même titre que l'or, mais il faut que ça reste tout petit, quoi, vu les montants. Si vous faites 1% de son patrimoine, ça fait 1,7 milliard, donc c'est gigantesque. Ma succession est complexe, comment éviter les conflits? Bon là, je pense qu'il y a plusieurs choses. Il y a la partie juridique, il faut un pacte pour encadrer tout ça. Bon, ça c'est béton, c'est assez connu. Chez les Arnault, ça a été très très réfléchi. Le deuxième volet, c'est en réalité l'opérationnel, c'est déjà d'intégrer les différents membres de la famille, les enfants, dans la gestion des sociétés, et donc pour qu'ils travaillent chacun à différents endroits, mais qu'ils travaillent ensemble. Le troisième volet, c'est de transmettre les parts. Ça, c'est déjà en cours, et ça, bon, ça aussi, vous pouvez le faire. Vous pouvez faire des donations avant cession, vous pouvez faire des donations tous les 15 ans avec des abattements. Vous pouvez profiter du pacte Dutreil si vous voulez vendre votre société, enfin, si vous voulez transmettre votre société justement sans la vendre. Enfin, il y a plein de choses qui peuvent se faire, et ça, c'est assez important, et ça, si c'est bien structuré avec un bon notaire et un bon
mon banquier privé ici dans ce cas, eh bien ça permet vraiment de garder le crawl tout en transmettant par exemple les parts. Et enfin, il y a aussi un aspect humain. Je pense que les plus connus pour ça, c'est les muliers qui organisent eux carrément des séminaires avec les cousins, cousines, neveux, nièces, etc. Ils sont très très nombreux, on parle de centaines de personnes qui se retrouvent à ce moment-là. Il y a des formations pour leur apprendre à quelque part comprendre la philosophie de la famille. Enfin, c'est vraiment une masterclass. D'ailleurs, pour info, les muliers aussi interviennent régulièrement dans d'autres familles qui ont des gros patrimoines pour leur expliquer leur logique de leur approche, comment eux ils ont créé leur empire, comment ils le gardent surtout, comment chacun est indépendant mais en même temps profite du groupe. C'est assez fascinant, mais ça c'est voilà, je pense que c'est les 4 volets à mettre en place, mais encore une fois, je suis sûr que ça a été fait. Et enfin, le ratio de Sharpe, il est excellent sur 10 ans. Je vais vous expliquer ce que c'est dans un instant. Faut-il se diversifier davantage? Bon, LVMH, c'est le TF du luxe, donc c'est la diversification à l'intérieur du secteur. Et comme je le disais tout à l'heure, diversifier en continuant de faire ce que la famille fait le mieux, je pense, acquérir des sociétés, les valoriser et ensuite utiliser les dividendes pour aller investir ailleurs. Et d'ailleurs, à ce titre, on est allé regarder un peu en détail ce qu'il y avait pour vous donner quelques parts croustillantes. Donc bon, LVMH, ça, je pense que vous connaissez. Il y a Louis Vuitton, Dior, Céline, Loewe, Kenzo, Berluti, Moët Chandon. D'ailleurs, LVMH, c'est Louis Vuitton, Moët Hennessy. C'est à la base du luxe, de la sellerie et des spiritueux. Mais bon, c'est beaucoup plus aujourd'hui. Il y a aussi Bulgarita, Goyer, Guerlain, Sephora, Le Bon Marché, La Samaritaine et le Cheval Blanc, qui sont des hôtels de luxe. C'est une société énorme, 213 000 salariés, hyper rentable. Vous avez aussi d'autres participations comme Birkenstock, on en parlait, et Richemont. Côté private equity, bon ça, voilà, c'est L. Catterton qui est l'actionnaire majoritaire de Birkenstock. Vous avez APC, vous avez Fenty, vous avez Jot, les doudounes, Moncler, qui est une participation indirecte dans une société cotée. Ils ont revendu pas mal de choses, la Fnac, ils ont revendu du Micromania, Glay, ils ont plein de participations. Ils ont des lignes dans Spotify, Airbnb, Netflix, ByteDance, Backmarket, Moderna, Devial et Ledger, donc ils sont un peu partout. Ils ont aussi une participation dans Photoroom, voilà, mes potes Elliot et Matt que je salue, qui cartonnent, H Company, il y a pas mal de choses. Ils ont eu des investissements dans eBay et ils ont fait des très beaux profits. Et enfin, ils ont de l'immobilier et ça, c'est assez intéressant. Je vous disais, c'est une petite partie du patrimoine, mais évidemment, c'est aussi ce qui fait le plus rêver, je pense. Je vous ai sorti quelques photos. Ah, voilà, avant d'y aller, les œuvres d'art, Andy Warhol, le self-portrait, Yan Cheng, bon, évidemment, du Basquiat, magnifique. Et donc, l'immobilier, vous avez quoi? Vous avez le Cheval Blanc à Courchevel, qui est un hôtel de luxe, 5 étoiles. La chambre doit coûter plusieurs milliers d'euros. Vous avez des hôtels comme celui-ci, le Cap Estelle. Vous avez celui-là, vous l'avez peut-être vu sur les champs, le flagship Louis Vuitton, qui est assez dingue. Évidemment, la fondation Louis Vuitton, qui est un musée qui a été designé par Franck Gehry. Donc, vous avez de l'immobilier vraiment très, très prestigieux, qui finalement est à l'image de ce que font les Arnault, c'est-à-dire ils achètent les meilleures marques, qui vendent les meilleurs produits, ils achètent aussi les meilleurs biens immobiliers. Il y a un ADN qui est quand même assez dingue et une cohérence globale qui est assez admirable. Enfin, les médias, voilà, ça c'est vrai que c'est un peu la passion de tous les milliardaires d'avoir leurs petits médias, les Échos, le Parisien. Ils ont le Paris FC qui est monté en Ligue 1 récemment et qui fait son petit bonhomme de chemin. C'est assez marrant d'ailleurs quand vous êtes au stade, vous êtes à Jean-Bouin et vous avez la vue sur le Parc des Princes. Donc vous êtes vraiment à côté du gros club de Paris, le PSG. Et il y a des rumeurs qui disent que le PSG veut déplacer son stade en fait en dehors de Paris. Ils vont construire tout un complexe parce que c'est pas assez grand et que c'est un des plus petits stades pour un grand club. La mairie de Paris ne veut pas les laisser agrandir le Parc des Princes, donc eux veulent aller ailleurs. Et ça serait peut-être un coup de génie pour le Paris FC puisqu'ils récupéreraient un stade dans Paris avec la marque évidemment. Ce qui a le plus de valeur dans le Paris FC, c'est le nom, c'est Paris. Et finalement, c'est assez cohérent puisque à Londres, vous avez plein de clubs, vous avez Arsenal, vous avez Tottenham, vous en avez plein, vous avez Fulham. Eh bien, pourquoi pas avoir plusieurs clubs en Ligue 1 à Paris et donc potentiellement le Paris FC pourrait s'installer au Parc des Princes. Et vous avez aussi Banijay. Banijay, c'est une société assez intéressante qui est pas très connue. Enfin, le nom n'est pas très connu, mais je pense que ce qu'ils font, ça vous parle forcément puisqu'ils produisent du Koh-Lanta, ils produisent plein de choses. Peaky Blinders. Donc, il y a beaucoup de choses. Le soleil ne se couche jamais sur l'Empire Arnault, c'est un peu ça, quoi. Donc, dans l'ensemble, voilà, c'est évidemment à vocation purement, j'ai envie de dire, éducative. Donc, j'espère que ça vous aide, ça vous intéresse. Je sais pas si ça vous inspire. Évidemment, il faut pas oublier que Bernard Arnault n'est pas parti de zéro, mais bon, parti d'une famille qui était déjà très riche. Mais c'est vrai qu'il en a fait quelque chose de gigantesque et surtout, il a créé un géant mondial. C'est assez intéressant de voir que ça, c'est quand même très, très décrié dans les médias régulièrement. Mais en tout cas, le succès est indéniable, la fortune est colossale. Voilà, j'ai hâte de voir ce qui va se passer dans le prochain épisode de la saga Arnault. Si vous voulez que j'analyse votre patrimoine cette fois, un vrai patrimoine avec un vrai compte Finari, vous postulez, le lien est dans la description. Et sinon, on se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle analyse.